Bonjour, vous êtes bien sur Radio La Ruche, donc avec Adrien aux commandes. Nous recevons aujourd'hui deux invités de marque, en la personne de Violetta Cordas, qui est venue de sa Pologne natale poser ses valises dans le Pas-de-Calais et qui vient d'écrire un livre, Les jardins polonais des Hauts-de-France dans votre assiette. Donc dans ce livre, vous trouverez 150 recettes. Ce livre est aussi, vous trouverez de nombreux aquarelles, des photographies, des anciennes recettes de Narodowiec, ce journal polonais qui paraissait dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ce livre est édité par Paul Cabaret. Donc monsieur Henri Duzinski est aussi présent dans nos studios. Donc ancien reporter à La Voix du Nord, ancien consul honoraire de Pologne en France, alias Stanis le Polak. Ah, j'en ai entendu parler de Stanis le Polak. Et aussi dans nos studios, dans le public, Dorian Costu. Ça va Dorian? Ouais. Donc là, on est présent pour un livre, c'est ça? Donc on est présent pour un livre, donc un très beau livre qui n'est pas vendu très cher. Il est vendu au prix de 25 €. Vous direz encore un livre de cuisine de plus. Non, c'est un livre différent. D'abord parce qu'il s'inscrit dans le cadre du centenaire de l'arrivée des ouvriers polonais en France après la Première Guerre mondiale. Une arrivée massive qui a bouleversé la société française dans de nombreux domaines. Pourquoi évoquer la cuisine? Parce que les Polonais, tout d'abord, ils mangent bien. Puis après, ils ont leurs ingrédients, leurs coutumes et leurs rythmes dans l'année et qui les ont transmis aux autochtones. Donc, ce livre a été aussi soutenu par le conseil départemental du Pas-de-Calais qui a bien compris le projet de Violetta Cordas. Donc vous verrez, et donc Violetta est là aussi pour nous répondre à nos questions et pour effectuer ensemble un grand voyage parfumé, goûteux, gustatif, une découverte, une redécouverte. Alors déjà Violetta, bonjour. Alors pourquoi ce livre? Redécouvrir ce qui n'est pas ouvert. Ah, puis parlez bien près du micro. D'accord. Bah, je recommence alors. Non, bah, ça mettait quand même la piste, mais on entendait un peu moins. D'accord. Alors, j'ai remarqué que les gens ils sont vraiment très intéressés par la cuisine polonaise. Même les Français, j'ai beaucoup. Il y a des hommes qui viennent aussi cuisiner. Et bah, ça fait déjà longtemps que j'ai parlé à Henri de ce projet de livre. Mais bon, ça se fait tout doucement, tout doucement. Il fallait que les projets mûrissent quand même oui, un tout petit à peu. fait. Et bon, c'est pour ça on a commencé, bah, quand il y a centenaire, il y a débuté, bah, on a déposé un projet à conseil départemental et on est soutenu par eux. C'est pour ça que ça nous a un peu, en plus, donné plus la pêche pour faire ce livre. D'accord. Mais j'ai mis quand même 10 mois, 10 longs mois à faire tout, entre cuisiner tous les plats et sortir jusqu'à sortir ce livre. D'accord. Alors, il y a quoi comme plat dedans? Il y a du sucré, il y a du salé? Il y a en fait, on a tout. On a des entrées polonaises. Mais déjà, bon, on mange pas pareil. En Pologne, les repas, il n'y a pas entrée, plat, dessert. En Pologne, on commence par les soupes. Et après, il y a plat, dessert. J'ai fait quelques... beaucoup, il y a un peu tout dans ce livre. Vous retrouvez aussi les recettes que je n'ai pas connues en Pologne.
D'accord. On appelait recettes ch'tiski, c'est recettes des Polonais qui sont ici, moi j'ai découvert, parce qu'en Pologne, par exemple, on n'a jamais cuisiné. Il y a des recettes qu'ils ont ramenées certainement d'Allemagne, qu'est-ce que j'ai compris. Ouais, il y a eu des modifications de recettes. D'accord. Il s'est découvert que j'ai mis quand même quelques recettes des vieilles polonaises dans ce livre. D'accord. Et quelles sont les recettes phares alors? En Pologne les ou recettes autre? phares, en fait, pas en Pologne, on peut dire ici dans notre région, les phares, c'est roulade, c'est avec kluskina paje, même les Français ils disent kluskina paje, et le chou rouge, czerwona kapusta. Ça, ils aiment bien. Ça, c'est, je crois que les plats, même les Français, qu'ils n'ont pas trop d'origine, qu'ils n'ont pas du tout d'origine polonaise, ils connaissent dans cette région. Ça, je découvert parce que tout le monde il me parle on dirait il n'y a que ça en fait. Après, on parle de que ce qu'on connaît en même temps. Ça, c'est les plats vraiment typiques d'ici. Après, les gâteaux, c'est placé, kruszczyki, c'est qu'est-ce que les gens, ils adorent ici. Makoć. Et makoć, makoć, ouais. Makoć. C'est un peu tout ça. Les soupes polonaises, les soupes, ils sont tellement différents. Parce que chaque soupe, en fait, elle est comment chaque soupe, elle est, comment dire, elle a toujours un légume qui est elle met par exemple légumes en valeur, cornichon, voilà, ou betterave, la soupe aux betteraves, c'est la betterave qui domine dans cette soupe, c'est pas... D'accord, c'est l'aliment, il y a un légume qui est mis en valeur. Il y en a un qui est mis en valeur, et les autres, ils s'accompagnent un petit peu, voilà. D'accord. Pomidorovo. Voilà, les soupes à la tomate, les soupes à betterave, les soupes au cornichon, tout ça, ou la soupe aux pommes de terre, c'est les pommes de terre qui dominent dans la soupe. Mais chaque soupe est différente. Il y en a tellement de soupes en Pologne. Czernina. Voilà, la soupe au sang qui, justement, qu'on ne peut plus cuisiner à ce jour la soupe au sang, mais les vieux Polonais, ils ont des souvenirs gustatifs. Parce que quand on a fait déjà cuisiner, on a mis un peu les photos et les gens ils ont tout de suite réagi sur Facebook pour cette soupe au sang. Malheureusement là à ce jour on peut plus en faire sauf si on élève nous-mêmes des canards. Parce qu'il faut du sang des canards au doigt. Mais du coup, ça permet aux personnes de retrouver un peu des souvenirs d'enfance. Écoutez, il y a des gens qui retrouvent déjà au cours des cuisines. Il y a des gens qui retrouvent les goûts de leur enfance. Il y a une femme qui s'est mise dans les coins à pleurer, tellement elle était émue de goûter la soupe. Elle s'est rappelée du goût de la soupe qu'elle faisait sa mère. Alors, c'était aussi ça que ça m'a mis un peu dans la tête qu'il faut faire quand même ce livre. Donc c'est un petit clin d'œil à l'enfance de chacun, quoi. Oui, je crois que chacun il va se retrouver dans ses recettes. Mais il faut dire aussi que dans chaque maison, les recettes, c'était pas pareil. Dans chaque région en Pologne, on cuisine pas pareil. En fait, il n'y a pas vraiment... on peut toujours dire, moi je mets ça. Chacun il fait comme il veut. Moi, j'ai donné ma version, comment moi je prépare la cuisine. Et j'essayais de faire avec les produits qu'on trouve ici dans notre région, pas avec les produits de Pologne. Tu peux peut-être dire ce que c'est une roulade. Roulade, je ne sais pas ce qui... C'est la viande. Oui, je vais... Garnie. Ah, là, monsieur Karim, qui aime bien le makoć, le plat sec. Oui, alors tu disais... Une roulade. Une roulade, en fait, c'est la morceau de viande du bœuf. D'accord. Très fameux, c'est les agites, souvent qu'on prend. Et qu'on met un peu moutarde,
les poitrines fumées et un morceau de cornichon. Mais après, on fait rouler ça, ils mettent ficelle, il faut mijoter pendant à peu près 1 heure et demie. Et D'accord. on fait une bonne sauce avec. Mais après, dans l'intérieur, on peut mettre qu'est-ce qu'on veut. Il y a des gens qui mettent hachis de porc ou un morceau de metka. Mais bon, dans mon région, on faisait avec cornichons et poitrine. D'accord. Et de la metka, c'est pas du manger de cas. Hein. Non, je comprends bien. C'est un saucisson fumé D'accord. polonais. Alors, du coup, si je comprends bien, c'est qu'il y a une base, mais après, chacun, après, il met Voilà, non, mais oui, ce qu'il a, en fait. Qu'est-ce qu'il aime bien, ou on n'est pas obligé. La base, c'est la viande. Vous savez, en Pologne, on mange pas trop de bœuf. C'est quoi la viande alors, la plus Pologne, consommée en c'est Pologne? du porc, du D'accord. porc. Moi, de ma jeunesse, je n'ai pas mangé beaucoup de bœuf. Hein. Franchement, j'ai découvert le bœuf ici. Et au début, je ne savais pas trop cuisiner. Même beefsteak, je ne savais pas. On ne mangeait jamais beefsteak à la maison. C'est les volailles. Et porc et volaille, c'est les viandes qu'on consomme plus. Et les Polonais, ils aiment bien la viande, hein. Ils aiment bien les saucisses, toutes C'est vrai. sortes, les saucisses fumées. Casimir, ouais. On a beaucoup de sortes de saucisses. Ici, vous avez beaucoup de fromage. En Pologne, on Oui. a plus de C'est vrai qu'on est- saucisses. On est plutôt le pays du c'est fromage et du vin. C'est vrai. Voilà. En Pologne, les vins, c'est compote. C'est jus à la base des fruits, en fait. Oui. C'est ça qu'est-ce qu'on consomme Ouais. plus. Quand vous le vin ici, notre vin, c'est en fait... Comme pochuk. Ouais, voilà, c'est le jus des fruits et on adorait, on attendait toujours dimanche pour avoir un verre de cette boisson Ouais. qu'on aimait bien. Hein. Bah, Et on faisait avec tous les fruits de saison, ouais, des rhubarbes. Oui, parce qu'avant on vivait avec la saison. C'est Oui, plus voilà, comme aujourd'hui, voilà. on peut consommer tout oui, à toute n'importe l'année, quel. oui, Ouais. voilà. Moi, justement, l'anecdote, c'était quand j'étais petit, on attendait le dimanche, nous, pour manger le morceau de bœuf, parce qu'on n'avait pas Ah oui, forcément oui. les moyens de. Donc Voilà, voilà, en c'est fait, ça, en oui, fonction oui. des familles et puis du temps, on avait une temporalité comme ça. On savait que le dimanche, on mangeait le morceau de bœuf. Ah oui, oui, oui. Non, mais il y a une très bonne saucisse qui se mange à Pâques et aux fêtes, c'est la saucisse à la marjolaine. Ici, on dit kiełbasa świąteczna, saucisse de fête. On trouve ici, dans notre région, on trouve cette saucisse. Mhm. Et c'est vrai que c'est une saucisse qui ici, tout le monde y mange. Et on fait aussi une soupe avec cette saucisse qui s'appelle Jurek. C'est la soupe aux farines de seigle, en fait. Puis D'accord. ce qu'on peut dire aussi, c'est que Renew a réussi un pari au niveau gastronomique et culinaire. Il a réussi à organiser au Stade couvert de Liévin un repas avec 1400 personnes. 1400 personnes. Quand même. Ouais, c'était un beau festin. Bon, c'est une histoire un peu particulière parce que le stade couvert de Liévin, pour le remplir, c'est pas simple. Donc on a relevé ce pari. Et puis on a fait venir également des orchestres régionaux avec une composition spécifique. Ça s'appelait Pol Tango parce que on croit que le tango c'est argentin, mais pas du tout. C'est polonais, c'est d'Europe centrale. Ah bah Le- j'ai appris quelque le chose. bandoneon, le bandoneon est un instrument qui était fait dans ce qu'on appelle l'ex-Allemagne de l'Est et en Pologne. Et ce sont les mariniers allemands et polonais-allemands qui un jour ont débarqué à Buenos Aires, qui ont fait voir cet instrument, qui est un instrument religieux d'ailleurs à l'origine. Les Argentins se sont appropriés cet instrument. Alors on fait un tango plus tonique, plus latin, plus brûlant, j'ai envie de dire. Mais les Polonais sont des danseurs, des joueurs de tango. Donc on a fait 1 heure de Pol Tango. On a fait venir l'orchestre de musique de chambre de Cracovie, les jeunes, qui ont fait un spectacle. Et puis le groupe Polonia Doué. Tout ça en faisant un repas polonais organisé par Violetta. Et on a fait ce jour-là la plus grande polonaise de France. La polonaise est la danse nationale polonaise. On a fait absolument danser plus de 1000 personnes pour une danse. Ce qui est quand C'est même exceptionnel. assez exceptionnel. Ah ouais. Pour revenir au livre, c'est un livre qui pour moi est historique et sentimental. Alors il est historique parce qu'il est composé en 3 parties. Pour un livre de cuisine, c'est très rare. On explique l'histoire de la Pologne, à grands traits, l'histoire culinaire de la Pologne, pourquoi il y a des Polonais qui sont venus ici après la Première Guerre mondiale,
et qu'ils ont effectivement bouleversé l'organisation des jardins. C'est pour ça qu'on dit les jardins polonais des Hauts-de-France dans nos assiettes, avec des essences, des ingrédients, des graines que les Français ne connaissaient pas. Je pense notamment au copper. Le copper, c'est l'aneth. Ah, l'aneth que vous mettez vous en France sur le saumon, nous les Polonais, on le met sur les pommes de terre, on les met dans plein de choses, et surtout dans les cornichons. Il y a la fameuse recette des cornichons polonais. Et puis ensuite, on a fait appel à un administrateur, c'est Jacek Grewerski, qui est un professeur de l'université d'Angers, mais qui a fait ses études dans le Pas-de-Calais, à Saint-Casimir, à Vaudricourt. Et puis ensuite, il y a les recettes, proprement dites. Donc 150 recettes. À l'origine, ça devait être 100 recettes pour 100 ans. Mais Violetta avait mis le turbo et c'est passé à 150 recettes. Et c'est divisé en entrées, effectivement, en plats principaux, en viande, en recettes vraiment typiques. Alors, vous avez parlé des klouskis, des grands standards, mais il y a aussi des petites découvertes, des petites merveilles. Et puis il y a aussi les napoyais, les boissons, et puis les bocaux, et puis les desserts. Voilà, donc c'est un vrai livre de cuisine. Des recettes de poissons. Et en troisième partie, on a voulu vraiment régionaliser le livre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ch'tiskis. Ce sont les Polonais qui sont venus ici, qui sont devenus ch'tis, mais qui sont restés skis. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont devenus ch'tis, mais ils sont restés skis. Et c'est un mélange de tout ça. Donc on explique que Narodowiec, ce journal polonais, avait une rubrique pour les dames, avec notamment des recettes de cuisine, dont on a sorti des vieux numéros de Narodowiec, on a donné quelques recettes. C'est du grand standard, mais c'est plus pour l'anecdote. On a demandé à 5 babcia, des dames de plus de 90 ans, de nous faire des recettes d'ici, imprégnées du passage en Allemagne. Donc on trouve ça que c'est le premier livre où on parle de ces recettes-là. Je vous dirais, le Fitzebonne, le Einpot, tout ça, c'est le Schlaberkaps, c'est polonais d'ici, c'est polonais ch'tiski. En Pologne, vous ne trouvez pas. Donc on a vraiment bien régionalisé le livre. Et puis on a expliqué comment dans la musique polonaise ici du bassin minier, il y avait de l'alimentaire, il y avait du culinaire. Alors je pense au grand standard, le plus grand standard de Stéphane Kubiak, c'est Marina Gotuj Pierogi, fais-nous des ravioles, quoi, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est un grand standard, Marina Gotuj Pierogi. Donc on a mis un peu la discographie de Stéphane Kubiak, mais même chose avec Jerzy Mak, qui lui faisait les fameux śledzie, c'est kupić śledzie, marynowane śledzie, c'est les harengs marinés. Donc même l'art culinaire polonais des ch'tiskis, on le retrouvait dans la discographie des années 50, 60, 70. Et puis on fait 2 grandes révélations dans le livre. Alors la première, alors c'est en début de page, on parle de Henryk Babinski, qui avait un surnom qui c'était Alibab. Alors ce monsieur, c'est une immigration polonaise qui date d'après l'insurrection du 19e siècle. Son père est venu, il avait un frère, Joseph, qui est très connu de tous les médecins du monde, c'est Babinski, le réflexe de Babinski, comme on dit, c'est un réflexe qui a été découvert par ce monsieur. Si vous allez chez votre médecin, vous demandez ce que c'est le Babinski, il va vous dire, c'est un nerf ici, le nerf de Babinski. Mais il avait un frère qui a écrit le plus grand traité de cuisine français. C'est le livre de chevet de tous les grands cuisiniers aujourd'hui au XXIe siècle, 3 étoiles. Et il fait plus de 1000 pages, donc c'est un livre énorme. Et c'était les prémices de l'art alimentaire, du bon goût à la française, et en même temps de la cuisine intelligente. Et le deuxième, c'est M. Pojerski, qui lui a inventé aussi l'hygiène alimentaire. Ce sont des émigrés d'avant la Première Guerre mondiale. Donc on a marié tout ça. C'est un livre, je vous dis, historique et sentimental, parce qu'effectivement, quand Violetta a organisé des ateliers culinaires à l'université d'Artois, la faculté Jean Perrin à Lens, les anciens grands bureaux, c'était le succès immédiat. Il y avait des listes d'attente, mais je crois qu'on avait atteint le sommet au Louvre-Lens. Figurez-vous que dans le cadre de la saison polonaise, on a demandé à Violetta de faire un atelier culinaire au sein même du musée. Je peux vous assurer qu'il y avait des odeurs dans le musée du Louvre. Les gens croyaient que c'était le restaurant du musée. Ils venaient s'installer et ils se mettaient à table. On dit non, c'est un atelier culinaire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas. Et je crois que les gens se souviendront longtemps de l'exposition polonaise, le jour où c'était le lendemain où nous avons joué Stanis le Polak. Il y avait des odeurs de viande fumée, de viande mijotée. Et Cajou a parlé de la metka. Alors, effectivement, c'est pas de la viande de chat, c'est pas du cas, comme on dit ici dans le Nord. En fait, ça vient de l'Allemagne. En polonais, c'est pas tout à fait le nom là, on va dire ça du cabanos. C'est de la metka parce que ça dit Metwurz, c'est ça le nom. Et ils ont polonisé le nom allemand en l'appelant metka. On trouve ça qu'ici. Et partout dans ma jeunesse, les Français disaient ils mangent du metka, avec l'accent du Nord. Non, c'est de la metka, c'est du metka, c'est du metka. Donc, on a un drôle d'accent, c'est vrai. Vous retrouvez tout ça dans le livre. Je peux vous assurer, moi, que dans ma profession, c'était quand même ça, dans l'édition.
Le rapport qualité-prix est exceptionnel. À 25 €, 320 pages, avec une couverture rigide, un papier qui permet de le mettre dans la cuisine. Quand on met un livre dans une cuisine, il y a toujours des risques. Moi, je peux vous dire que dans les livres que j'ai connus et ceux à qui j'ai présenté, tout le monde a été extraordinairement favorablement surpris. Donc, il est en vente à l'office de tourisme de Lens-Liévin à partir de demain, à partir de ce vendredi 7 mai, au prix de 25 €. Ensuite, ce sont les gens à prendre. Mais moi, je pense que même la personne qui ne cuisine pas peut prendre ce livre et se replonger dans son enfance. Et celui qui cuisine va découvrir des choses. Et puis si vous pouvez à la fois, sans avoir cuisiné, vous mettre un peu à la popote, comme moi, bah, je pense que ça vaut le coup. Et rien qu'à lire le livre, on sent les odeurs et on a les papilles qui frétillent. Ouais, vous l'expliquez très bien. Ça donne envie. Donc pour Violetta, c'est une première présentation. Oui, c'est- Bah, le livre vient de sortir, hein, il est arrivé, Ouais. il est sur les palettes dans son garage pour l'instant. On est en train de, comme on dit, dégerber, ventiler dans la région, au conseil départemental. Alors moi, je voudrais souligner quand même le soutien du conseil départemental du Pas-de-Calais, puisque c'est un projet qui a été soumis à une assemblée, à une commission. Donc on a eu une petite aide financière. Après, on a pris le risque financier, nous, au sein de Paul Cabaret Édition. Mais je pense qu'après Stanis Le Pollack et ce livre, nous aurons beaucoup contribué à la notoriété de cette immigration qui a 100 ans. Déjà 100 ans. Et c'est pour ça qu'on chante Stolat, 100 ans d'anniversaire. Et puis je voudrais dire aussi que nous sommes heureux, on va un peu ranger nos livres après, pour refaire du théâtre. Nous venons à Austricourt, le 8 octobre, à la demande de Cajou et Dorian, jouer la pièce Stanis Le Pollack, qui a déjà été reportée 2 fois. J'espère que la pandémie va nous laisser 3 fois, trois fois Ah, reportée. 3 fois, on a dans le public. Donc effectivement, la crainte, c'est toujours que il faut être prudent, la pandémie. Mais nous avons déjà joué l'an dernier, le 10 septembre, à Le Fourré, dans des conditions sanitaires restrictives. Ça s'est très bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. On a envie de jouer à Austricourt dans la salle mythique, la salle Stanislas, où des générations de petits Polonais ont fait du théâtre, ont fait des scénettes. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'église polonaise Saint-Joseph Wagny-Austricourt a aussi fêté ses 100 ans. C'est une église qui a été construite par les ouvriers mineurs. Et les Polonais donc, qui étaient dans le coin ont participé financièrement à la construction de cette église qui est encore là aujourd'hui. Et c'est la seule église du coin qui a encore des prêtres. D'accord. Des prêtres polonais, quoi, oui. Des prêtres qui D'accord. viennent de Pologne. Mais ça, c'est typique dans toutes les villes qui ont été bassin minier. C'est-à-dire, moi, j'ai travaillé à Rem, et c'est pareil, dans le fin fond de Rem, du côté de Sabatier. Vicoigne et Sabatier aussi, il y a une petite église aussi qui était construite justement par les ouvriers polonais, qui est encore debout d'ailleurs. Bon, elle a plus d'utilité, mais elle est toujours debout, et ouais, c'est quand même impressionnant. Puis ce brassage, enfin, ça a été quand même. De toute façon, quand les Polonais sont arrivés en France, ils sont arrivés avec leurs bouchers, leurs boulangers, leurs curés. Et leur tradition culinaire. Bon, après, comme toute culture qui sont arrivées, hein, il y a aussi les Italiens, il y a aussi les Maghrébins qui sont arrivés. Ils sont arrivés avec une culture, ça a été un mélange qui a été quand même enrichissant. Hein. Toute la région de Nord-Pas-de-Calais est une terre de brassage. Quand on regarde sur la carte géographiquement, elle est située alors aux portes de l'Angleterre, aux portes de la Belgique, après aux portes de Paris. Alors géographiquement, c'est le centre. Donc même ceux qui voulaient se rendre à Paris pour travailler passaient par cette région, et certains s'y arrêtaient et ne sont jamais repartis. C'est vrai. Certains sont arrivés à Paris, sont revenus ici. Et ceux qui avaient migré dans un premier temps en Bourgogne et dans l'Isère entendaient parler de la densité de Polonais dans le Nord-Pas-de-Calais et demandaient leur mutation ici ensuite. D'accord. Donc on a bien vu quand on est allé en Bourgogne, il y avait notamment le père Ankierski à Arnes, qui vient de décéder à l'âge de 101 ans, je crois, mais qui est né en Bourgogne et qui est enterré à côté de Saint-Vallier. Il a fait toute sa carrière ici. Donc voilà, c'est une immigration comme toutes les immigrations, avec des côtés positifs, négatifs. On va pas refaire l'histoire parce que ça n'a pas été simple. Je voudrais abattre le cliché qui dit
Ah, que les Polonais c'était bien, c'était facile, c'était des blonds aux yeux bleus, c'était tous catholiques, alors ça va. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Toute émigration est un déracinement, même d'une région à l'autre. Moi, je me souviens, quand les mines ont commencé à réduire leur activité, ceux qui avaient une mutation de l'ouest, les côtés de Calonne-Ricoeur à Marles-les-Mines et qui devaient venir sur Lens, ils disaient que c'était une déportation. D'accord, qu'on avait directement. Des racines très très fortes. Ouais. Parce qu'on avait dans la cité, sans pouvoir sortir de la cité et sans devoir sortir de la cité, on avait tout. On avait l'école, on avait la musique, on avait le sport, on avait l'église, on avait tout. Donc quand vous êtes comme ça 20 ans dedans et un jour on vous dit vous allez à 30 km dans une autre ville, vous avez le vertige. C'est ça, cette immigration-là. Elle était massive, elle était concentrée. Donc c'était difficile de sortir de ce ghetto intellectuel et j'ai envie de dire de ce ghetto culinaire. Moi, ma première pizza, je l'ai mangée à 20 ans en Allemagne, quand j'étais à l'armée. Je ne savais même pas ce que c'était une pizza. Je mangeais que des klouski, des chagoufki, des plenzas et des metki. Ouais, le choc culinaire. Casimir. Violetta. Non, moi, je peux dire que en France, j'ai découvert aussi une autre cuisine que ce que je mangeais chez moi. Hein. C'est pareil. C'est vrai que c'est toujours c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai jamais en Pologne mangé des crevettes, j'ai découvert qu'en France. Hein. J'ai jamais vu la cafetière électrique. En fait, des cafés, on faisait à la turque, on mettait une cuillère ou deux dans la tasse et on mettait l'eau chaude et c'était notre puis à café. boire et à manger. Alors, c'est beaucoup de choses que j'ai découvert en France que, bon, après que j'ai commencé à aimer parce qu'au début, je voulais pas goûter des crevettes et tout ça. Ou les cuisses de grenouille. Ouais, les cuisses de grenouille, c'est pareil. En Pologne, c'est pareil. Ils disent en France, ils mangent des escargots, tout ça. C'est vrai que en Pologne, on ramasse des escargots pour ramener en France, mais on n'a jamais c'est mangé. vrai, hein. Quand les Polonais sont arrivés au centre de Toul, près de Nancy, où c'était le centre de rétention en fait, hein, on les contrôlait, s'ils étaient sains, s'ils étaient propres, s'il n'y avait pas de maladie, on leur donnait un contrat de travail. Et ceux qui étaient envoyés en Bourgogne, j'ai tout le temps rigolé, ils roulaient les airs encore plus que les Polonais et les Bourguignons. Alors on disait, vous allez aller en Bourgogne? Il dit, non, c'est des fous, ils ramassent les escargots dans la rue et ils les mangent. Donc c'était des mythes comme ça qui faisaient ça. Oui, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur un aspect technique du livre. On peut faire un livre de recettes. Les gens viennent, on fait quelques photos. Là, toutes les recettes du livre ont été réalisées. Parfois 4 fois. Donc les photos que vous voyez, c'est vraiment les photos cuisinées. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a des quantités. Parce que la transmission des recettes polonaises, que moi j'ai connues, et que Violetta a connues, on disait à la maman ou à la babtia, tu mets combien de farine? Une poignée. Ouais. Et ça, là tu mets jusqu'à tant que... Et il n'y avait jamais de repère précis. Alors là, quand je dis que c'était fait parfois 4 fois, il y a eu un premier essai, elle trouvait que c'était pas son coup, un deuxième, elle rajoutait 10 grammes, 30 grammes. C'est un livre, j'ai envie de dire, c'est un précis culinaire. D'accord. C'est un petit précis de la cuisine culinaire. Et techniquement aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en page était effectuée par Ania Zawronko. Tu peux peut-être parler de justement, Rania. Je voulais parler un peu plus tard. Encore pour les ingrédients, tout ça, parce qu'il faut se dire que tout était mesuré vraiment une cuillère près pour que ça va bien. Mais il faut que dire que parfois les ingrédients, les œufs ou la farine, je sais pas, ça peut jouer toujours qu'il faut ajouter quelque chose. Mais de ce côté-là, c'est vrai que je voulais que c'est assez précis parce que je vois au cours quand les gens y viennent comment ça se passait et je voulais que les recettes ils sont bien mesurées. Mais c'est toujours, ça pas garanti parce qu'après les fours à l'autre, la cuisson à l'autre, ça peut, mais tout était vraiment fait maison. Et quand Henri a dit, les rives, elle a pris une autre tournure un petit peu quand, avec ma graphiste, quand on s'est attendu tout de suite très très bien, qu'elle m'a guidée. Qu'elle m'a guidée beaucoup pour qu'est-ce qu'on voit maintenant. Et aussi à ma fille Mélanie, qu'elle a m'aidé énormément parce que mon français, il est pas si... On comprend. J'aime bien le titre. Elle a écrit une partie du livre, l'introduction, où elle dit « La cuisine de mon accent ». Mais tout est dit dans le titre. Ah oui, tout à fait. La cuisine de mon accent.
Et pour revenir à Ania Zaworonko, la graphiste, qui est polonaise, mais qui vit à Paris, c'est une vraie professionnelle. Elle est interprète également. Et le clin d'œil de l'histoire, c'est qu'elle est interprète de la ville de Sbonchen, qui est jumelée avec la ville de Steenvoorde, dans les Flandres. Et Steenvoorde a été libérée par les Polonais en 1944. Donc le 4 septembre prochain, Violetta va aller avec les livres à Steenvoorde, à la médiathèque, à la bibliothèque, dans le cadre des journées du général Maciek, avec Ania Zaworonko, qui est l'interprète officielle entre les deux municipalités, et pour faire une séance de dédicace. Non, mais c'est important pour nous qui sommes la 3e génération ou 4e génération, comme dit Renou, de Polonais, d'avoir quelques repères. Parce que moi, je me rappelle, ma babcia, elle faisait des plats secs. Ma maman, elle fait des plats secs. Elle faisait des plats secs. Dorian, elle fait pas de plats secs. Pourquoi? Parce que il mettait des quantités comme ça à l'œil. Puis on faisait des blachas, des tolls, tu sais. Oui. Des tolls de plats secs, donc de gâteaux polonais, qu'on allait faire cuire chez le boulanger. Oui, parce que pas forcément les... Non, mais c'est des grandes plaques, donc t'avais pas le four adéquat pour faire cuire ce plat sec à ta maison, quoi. Mais... C'est spécifiquement pour les communions? Non, les plats secs, c'est gâteaux polonais, mais j'ai compris ça. Non, mais on faisait ça pour les communions. Il y avait tellement de plats secs. Ah oui, d'accord. Des grandes plaques. Puis on faisait aussi des plats secs quand il y avait les mariages. D'accord. Et la mariée, elle sortait, elle donnait un morceau de plat sec à tout le monde dans la rue. À tout le monde dans la rue. D'accord. Ah oui, carrément, oui. Et les mariages polonais de cette époque, avant la guerre et même après la guerre, c'était des défilés princiers dans les corons. Les filles économisaient pour avoir des longues robes. Ça durait 3 jours. Il y avait des photos. Un mariage polonais dans les corons, c'était un fait culturel indéniable et un fait culinaire. Parce que donc on n'allait pas chez le traiteur. On ne louait pas une salle, ça se passait à la maison, ou alors dans une salle paroissiale. Et on avait alors ce qu'on appelait les cuisinières polonaises qui venaient et qui cuisinaient pendant 3 jours, mais des repas absolument phénoménaux. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Je crois qu'ici, dans votre secteur, la dernière cuisinière connue est décédée, elle s'appelait Clara. Elle était très connue dans ce secteur ici, Moigny-Austricourt. Et elle seule avec 2 femmes, elle faisait un mariage pour 200-300 personnes. Ah oui. C'est des femmes incroyables. Ouais. C'était un peu aussi des gens touchés par la débrouille. C'est bien quand on est migré, quel que soit l'endroit et celui dont on vient, on est forcément animé par un sentiment de hargne, l'idée de s'en sortir. Donc le travail fait pas peur. C'est un déracinement, mais ça fait pas peur. Donc ces repas, ces mariages polonais ou ces repas associatifs polonais, on n'en voit plus aujourd'hui. Ça existe encore, il en reste quelques-uns, mais on fait appel à un traiteur. Oui. Voilà, on fait appel à un traiteur et puis on a un fagot de haricots verts avec un bout de jambon autour ou de bacon, une viande quasi industrielle, mais c'est la réalité, hein, c'est pas une critique, c'est un constat. Tandis qu'avant, ils allaient tuer les poules, ils les plumaient, ils les vidaient, ils tuaient le cochon, ils tuaient les oies. Et on mangeait sain. Voilà. Oui, parce que la société a évolué dans ce sens-là, mais c'est un peu pour toutes les cultures du coup. C'est vrai que c'est dommage parce mais après, est-ce qu'on a encore les moyens aujourd'hui d'élever et de pouvoir... On peut plus. Elle a expliqué la soupe au sang. Dans le livre, il y a la recette de la tchornina, ou tchornina comme les gens disent. C'est la recette de la soupe au sang de canard. C'était un must dans les maisons polonaises. Parce qu'il y avait le canard à la maison. Donc on pouvait tuer, utiliser le sang frais, on rendait de compte à personne. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus utiliser du sang comme avant. Principe de précaution, la préfecture envoie des interdits, donc du sang aujourd'hui, vous n'allez pas aller dans un magasin et dire je voudrais 1 litre de sang de canard. Ouais, ça serait bizarre. On s'est débrouillé dans ce livre en allant en Pologne, où c'est encore autorisé, chez une tante de Violetta, Hanka, qui a dit moi je vais te faire la recette de tchornina pour ton livre parce qu'on ne peut pas la faire en France. D'accord. Mais on l'a mise et quand le sang cuit, ça devient marron. Et moi, pendant des années, on m'a fait croire que c'était de la soupe au chocolat. Je trouvais que ce chocolat avait un drôle de goût, mais quand j'ai su que c'était du sang,
Et j'ai plus jamais touché. Donc on était les descendants de Dracula un peu là, mais bon. Mais ça c'est typique de choses qu'on faisait avant et qu'on ne peut même plus et techniquement et légalement faire. Donc cette soupe au sang de canard qui est dans le livre, je rassure par rapport aux services préfectoraux, elle a été réalisée en Pologne. Oui, puis après c'est aussi pour montrer le côté culturel aussi. C'est pas même si c'est plus autorisé, ça a existé. Donc ça a le mérite d'être connu. Vous allez au pays de Dracula et là, je crois que ceux qui enlèvent encore les animaux lui-même, ils peuvent faire la soupe. Il y en a encore que, je connais encore des personnes qui élèvent les canards. Oui. Même ils font la soupe. Ils récupèrent, ils tuent même, ils récupèrent. Mais acheter, on peut plus acheter parce qu'à un moment, on pouvait acheter encore les sons congelés. Et il faut faire la soupe. Et là, c'est vrai qu'ici, c'est pas commercialisé la vente de cette sang. En Pologne, c'est toujours autorisé. Même si après, on a la législation envers les animaux aussi. Oui, du coup, et puis, par exemple, à Poznań, je sais qu'il y a un restaurant à Poznań qui, de temps en temps, fait cette charnina. D'accord. Et je connais des gens qui disent, est-ce qu'aujourd'hui il y a de la soupe au sang de canard? Il n'y a pas. Venez dans une semaine. C'est pas organisé. Eh bien, les gens font des dizaines de kilomètres pour aller boire une assiette de soupe de sang de canard. Encore aujourd'hui en Pologne. Eh bien, cette recette, elle est dans le livre. Elle se compose comment alors cette soupe, à part avec le sang de canard? En fait, on prépare sur des bouillons, comme un bouillon avec les abats de canard. Ou des oies, non, Violetta? Ou des oies, on peut utiliser, même le sang, ça peut être sang d'Ilois, hein, c'est pas... j'ai déjà entendu qu'ici dans la région, il y a des gens qui font encore avec du sang de lapin, mais ça, j'ai jamais vu ni mangé, mais apparemment, ils remplacent, on dit. Mais bon, ça... C'est un élément de substitution. C'est sorte de bouillon qu'on fait tout doucement mijoter et après, on dilue les sons de canard qu'on met à la fin avec des fruits secs qui rapportent aussi un peu le goût. Avec du c'est à peu près... La soupe, elle est semi-épaisse et le goût, il faut aimer sucré-salé. C'est vraiment une très très bonne soupe. Ils mangent ça avec des pâtes ou pommes de terre, ça dépend des régions aussi de Pologne. Nous, on mangeait, ma grand-mère le faisait toujours avec des pâtes et dans le livre, j'ai mis avec des pommes de terre. Avec des pâtes. D'accord. Voilà. Je signale que c'est un grand hommage de Violetta à sa maman, à ses grands-mères, à ses tantes, à ses cousines. Elle le dit bien dans le texte où elle dit la cuisine de mon accent, parce que rien qu'à lire le propos de Violetta en introduction, vous voyagez en Pologne, dans la Pologne d'avant-guerre, dans la Pologne d'après-guerre, parce qu'elle explique que la Pologne a eu des frontières qui ont bougé, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, et que ses parents, à Violetta, ont bougé à cause de ces frontières. Ils sont arrivés dans une ville qui était allemande avant la guerre, qui est devenue polonaise. Certains viennent des Kresy, les régions éloignées de l'Est, qui sont aujourd'hui ukrainiennes. Et tout ça, ils sont venus avec dans les valises ces recettes, ce grand mélange. Donc on fait ce voyage, mais elle rend hommage à toute sa famille, jusqu'aux grands-mères, jusqu'aux oncles, aux tantes et aux cousines. Et rien qu'à lire cette partie-là, vous allez voir comme c'est émouvant. Comment une jeune Polonaise quitte ce pays qui était bouleversé. Géographiquement bouleversée par les guerres, elle vient avec tout ça dans ses valises, elle le raconte et puis elle l'adapte à cette région ici. Elle explique qu'elle découvre des Polonais ici dans la région, mais c'est pas les mêmes Polonais qui sont en Pologne. Ils parlent une autre langue. On se comprend, c'est du polonais, mais c'est un Polonais qui s'est adapté. C'est un autre dialecte. Donc elle a dû apprendre. Les mots sont pas les mêmes. Par exemple, le mot sklep, qui signifie un magasin en Pologne, ici chez nous c'était la cave. Alors elle dit iść do sklepu, elle dit va à la cave, elle va au magasin. et plein de choses comme ça. Macaron, le macaron, nous sur les nouilles on disait noodle. Ouais. Mais non, c'est quoi noodle? Non, c'est macaron en polonais. Et donc elle découvre vraiment des Polonais différents qui sont les ch'tis et elle devient, elle c'est une vraie ch'tiski parce que
Elle le dit pas, mais elle peut aussi bien vous parler elle se déplace avec une troupe de théâtre, avec des artistes patoisans. Elle est capable de vous parler en ch'ti, en ski et en ch'ti-ski. Je dis polonais plus. Mais en Pologne, au niveau cuisine, est-ce qu'il y a des cuisines régionales par exemple, la Grande Pologne. Oui, il y a en Pologne. Pologne, c'est. La Mazurie, tout ça, c'est. Ne serait-ce que les Kluski Śląskie, les Kluski de Silésie ne sont pas ceux des Chaque région, il y a des plats différents, que après, ça voyage aussi. Oui, mais la Mazurie, c'est vraiment... Tu parles de la Mazurie, donc la région des lacs, la région des 1000 lacs. C'est une région qui va toucher aux confins de la Lituanie et de la Russie. Varmi, Mazurie. Sur les galettes de pommes de terre qu'on appelle Placki Ziemniaczane, qu'on appelle ici les plenze. Eux là-bas ils disent des plinzen, ça vient de là-bas. Donc oui, effectivement, les régions polonaises ont des particularités culinaires, mais la région polonaise supplémentaire, c'est ici, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une région polonaise supplémentaire avec des pérés, de la leberka. On parle de la leberka, c'est Wątróbinka. Ça n'existe pas. Le beurre, c'est allemand, le foie. Ils ont polonisé le nom allemand. Donc oui. C'est une région polonaise supplémentaire ici. Parce que ici, l'immigration polonaise, c'est surtout des gens qui sont venus Wielkopolska, la Grande Pologne, non? Oui, et de Westphalie surtout. La grande majorité, ils étaient allemands. Ils étaient déjà devenus de force allemands. Alors, et ces Allemands polonais venaient de Wielkopolska. La plupart sont venus départ d'Allemagne. Après, effectivement, d'autres sont venus d'autres régions de Pologne, ça c'est vrai. Mais la majorité ici, c'est Westfalaki, comme on disait, les Westphaliens. Et d'ailleurs, dans les corons des mines, entre Polonais, on disait, lui c'est un Westphalien ou c'est pas un Westphalien. Il y avait un genre de ségrégation entre eux. D'accord. Toi, tu es un Westphalien, donc tu as une éducation allemande, tu es venu avec tes meubles et tes vêtements, tu sais te tenir. Toi, tu es un Bosse Antek, un va-nu-pied. C'est ça. Tu as connu Kaju. Bosse Antek, c'était des régions pauvres de Pologne, les gens étaient pieds nus. Alors, nous, on a des chaussures et des costumes, puis on a nos vêtements, on vient de Westphalie. Toi, tu es un gueux. D'accord. Donc il y avait une auto-ségrégation dans les et parfois avec un ton plus que moqueur. J'ai vraiment connu des trucs. Non, tu vas pas te marier avec un Bosse Antek, avec un va-nu-pied. Bon, après, je pense que c'est dans tous les pays aussi. Nous, en France, il y a eu cette période aussi où ouvriers ou pas ouvriers. Enfin, il y a eu aussi cette ségrégation entre la société et les différentes statuts de chacun. Il n'y a pas qu'en Pologne. Non, mais moi je vous parle spécifiquement de cette concentration. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est des concentrations très fortes. Rouvroy, par exemple, majorité de Polonais dans la ville. S'ils avaient eu la nationalité française, ils votaient pour un maire polonais à l'époque. Marles-les-Mines, Marles-les-Mines, Kalonricoire, Liévin, Lens. Alors, Ostricourt, Wani Ostricourt, c'est chez toi, c'est ton territoire. La salle Stanislas, la salle Stanislas à Ostricourt, c'était presque le berceau du théâtre polonais dans les mines. D'accord. Aussi petite soit-elle qu'elle soit aujourd'hui, mais c'était une grande société théâtrale. Rem, dont vous êtes originaire, alors Rem Sabatier, Vicoigne, alors on touche déjà le valenciennois, c'est moins concentré, mais ici il y avait une telle concentration, Dourges. Alors Dourges, ils disent que c'est la capitale de la Pologne, c'est Varsovie, Chicago et après c'est Dourges. Mais on estime que tous, moi le quartier où je suis né, où j'ai vécu très longtemps à Liévin, c'est Kalon-Liévin. Quand je regarde le plan de la ville, les Français, il y avait Buron et Leblon, c'était tout, et ils parlaient polonais, sinon ça ne sortait pas. Donc c'est ce qui est vraiment différenciant des autres immigrations, c'était des concentrations géographiques, parce qu'ils étaient au pied des puits de mine, c'était la main-d'œuvre pour travailler, on les parquait à côté, donc ils étaient tous ensemble, il y avait des rues comme ça, et donc évidemment, c'est ce qu'on appelait les petites Polognes. D'accord. Mais là, on parle de cuisine, mais même au niveau folklore, est-ce qu'il y a des différences? Au niveau de folklore, pour moi, non. Seulement maintenant en Pologne, ça commence un peu tout doucement disparaître, je crois. Oui. Pour ce qui est du folklore,
Déjà, le mot folklore et le mot folk signifie le peuple. Mhm. La racine allemande germanique. Chaque village de Pologne a son costume. Chaque vallée a son costume. Donc, suivant les fleurs qu'il y a dans les champs, c'est ce qui est brodé sur les boléros des filles. Donc, la richesse du folklore polonais, c'est ce qui a permis de maintenir l'identité polonaise entre 1795 et 1918, quand la Pologne n'existait pas. Et il y a un monsieur qui s'appelait Oskar Kolberg, qui a sillonné toute la Pologne et qui a fait les écrits de Kolberg, qui a recensé chaque vallée. Ce que le ballet Mazowsze représente les grandes lignes. Mais chaque vallée a son costume. Chaque vallée a sa danse, et les danses racontent l'activité. Par exemple, une danse avec les moulins de Rawicz, eh ben, c'est pas compliqué. Ou Ratibor, pardon. Il raconte comment il y a les moissons. Après, les chants, c'est la même chose, et on retrouve toute l'histoire de la Pologne à travers son folklore, alors comme un tas de pays, mais la particularité polonaise, c'est que c'était un folklore qui permettait de tenir l'identité polonaise quand le pays n'existait pas, il avait été annexé. Donc oui, le folklore a joué un rôle majeur dans l'histoire de la Pologne, qu'on a retrouvé ici avec les associations polonaises, puis ensuite franco-polonaises. Il y a 5 danses nationales polonaises. Alors chaque région a son costume, mais dans les 5 danses polonaises nationales, vous pouvez mettre le costume de chacune des régions, ce qui n'est pas le cas dans les autres. Donc ces danses, c'est l'oberek, le mazur, le krakowiak. Aidez-moi pour les autres. Le krakowiak, le mazur, l'oberek, le mazur. Et la polonaise. Et la polonaise. La polonaise qui se dit polonaise en polonais. Et qui s'écrit N-E-Z. Donc aujourd'hui, on va danser une polonaise. Ça, c'est les restes de la présence de Napoléon, dont on fête le bicentenaire de la mort. Oui, c'est vrai. Eh ben, l'hymne polonais est le seul hymne au monde qui rend hommage à Bonaparte. Il est cité. Il est cité dans l'hymne. Dans l'hymne polonais, Bonaparte il donne l'exemple. Bonaparte nous donne l'exemple comment se rebeller, venir d'Italie avec Dąbrowski pour reconquérir la Pologne. Voilà. C'est le seul nom. Donc il reste plein de choses de Pologne de Napoléon dans la Pologne, comme par exemple on dit une garde-robe, sur une garde-robe. Sur des toilettes on en dit même des pissoirs. Ça s'écrit pissoir. Ah ouais. Donc Napoléon, il y a le code monétaire aussi qu'il a laissé. D'accord. Et puis il a laissé cette fameuse phrase sous comme un polonais. Ok. Vous savez ce que ça veut dire, sous comme un polonais? Oui, ça oui. Dites-moi un peu. Bah, je suppose que sous comme un polonais, pour moi, c'était. Enfin, moi, je la comprenais de manière qu'il fallait vraiment boire pour être sous. Non. Alors, c'est pas tout à fait ça. On donnait. Ah, c'est pas tout à fait. Donc, c'est Napoléon qui donnait à boire à ses soldats pour aller combattre. En fait, les légions polonaises ont aidé Napoléon à partir à la conquête de la Russie. Ça s'appelait les légions polonaises de Napoléon, pardon. Et un jour, il y a eu une bataille, celle d'Elo, près de Gdansk, là-bas. Ils ont battu les Autrichiens, et la nuit, et il a dit, vous pouvez boire, on a gagné. Tout le monde a bu, les Autrichiens ont contre-attaqué la nuit, seuls les Polonais se sont levés pour repousser l'Autrichien. Le lendemain, Napoléon a convoqué tout le monde, a dit, vous pouvez boire, vous pouvez être sous, mais soyez sous comme des Polonais, capables d'aller au travail, c'est-à-dire capables d'aller vous battre. D'accord. Sous comme un Polonais, c'est pas péjoratif, c'est on sait boire, mais on sait aller au travail, on sait aller se battre. Ah bah. Est-ce qu'on peut revenir un peu au folklore? On a une association ici très proche de nous qui s'appelle Culture et Tradition, donc qui a pas mal de costumes. Ils en ont 800. 800 costumes polonais. Ils ont 800 costumes. Alors c'est connu sous le nom de Kalina. La Kalina. Courcelles, en fait, Culture et Tradition, c'est l'association. Il y a Kalina pour les adultes, Malina pour les enfants. Ouais. Et puis la chorale, oui. Et puis il y a aussi Polonia Douai, ouais, qui a autant de costumes, 800. Il y a Wisła Dourges qui a moins de costumes mais qui fonctionne aussi. Il y a Karlik. Alors Karlik, ouais, mais c'est un peu moins grand, moins de costumes, mais les phares, c'est effectivement Kalina qui va régulièrement à Rzeszów.
Elle joue au au concours Festival international donc, de danse folklorique polonaise. et donc, ils dansent avec des Brésiliens polonais, avec des Américains polonais, avec des Anglais polonais, avec des Biélorusses polonais, avec des Kazakhs, parce qu'il y a une forte immigration au Kazakhstan, liée à l'époque stalinienne. Donc, oui, bah, le folklore. Mais dans le folklore, faut pas hésiter à mettre l'aspect culinaire. Je rappelle qu'on est là pour le livre de Violetta. On digresse un peu, on s'envole loin. Non, mais on peut revenir après à la gastronomie. Hein. La carpe, elle peut nous parler de la carpe de Noël. C'est elle qui va en parler. Ah ouais, la carpe, oui, ouais, justement, quand j'arrivais en France, j'arrivais pas, première Noël, je voulais faire les carpes parce qu'ici on mange la dinde, c'est les plats principaux de Noël, et nous c'est la carpe. C'était impossible de trouver la carpe pour mettre sur la table. Et la carpe est souvent dans la salle de bain, dans la baignoire, plusieurs jours en Pologne. Oui, Vivante. en Pologne, on achète des carpes vivantes. C'est tellement tradition. Dans chaque maison, il faut avoir les carpes. Et on tue seulement au jour 24. D'accord. Donc il réveillons vit dans la des- baignoire ou dans Voilà, un. il- enfin, C'est un peu On met sauvage, tout- hein, les Polonais. Hein. Non, bah non, c'est un folklore. Ben non, mais c'est Non, bien de le mais savoir. c'est que ça se passe comme ça. Hein. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est les carpes, il y a toujours. On mange pas le jour des réveillons de Noël, on mange pas de la viande. On mange On pas. mange D'accord. que des poissons. Oui. C'est très frugal, en C'est- fait. c'est- Ouais. Ouais, c'est des poissons, des. Il faut Des- toujours, des- selon les régions, nombre de plats, ça dépend des régions, entre 9, 11, 12 plats, ça dépend les régions, combien... Et ça D'accord. s'appelle pas Noël en Pologne. Contrairement, c'est pas l'aspect marketing, ça s'appelle la nativité. C'est la naissance de Jésus, voilà, on appelle ça. Donc c'est quelque chose de pauvre dans une grange, la naissance d'un bébé sur la paille. Donc on met même une petite botte de paille sous la nappe. Oui. C'est vraiment typiquement frugal et pas la fête délirante du marketing avec les jouets, avec les dindes, avec la surabondance. Après, on peut effectivement faire ce qu'on veut de la fête, mais la nativité, c'est quelque chose qui est pas du tout ce qu'on imagine. C'est très ça. Si vous espérez faire la fête en Pologne Le 24 le décembre, jour de c'est Noël, pas. bah, c'est pas ça. Mais l'Andoma, quand même, on fait... Parce Voilà. qu'en Pologne, il y Le a, après, 25 il y a décembre, 25 et 26 26. décembre, il y a toujours des fêtes de Noël. Et là, vraiment, on mange toutes sortes de viandes. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais seulement le 24, c'est la carpe. C'est C'est traditionnel. c'est la Poisson carte, gelé. il y a 12 plats, mais vraiment très, très simple. C'est vraiment, c'est les choses... C'est frugal, c'est la sobriété. on mange des harengs, c'est des choses Du qui bâche. sont vraiment sans viande. On fait la soupe, il n'y a que des betteraves et on fait ravioli avec choucroute, champignons de forêt. Mhm. C'est tout à la base des... C'est un repas simple Oui. très Humble. simple. pour Beaucoup représenter d'humilité. un petit peu, comme tu disais, c'est la L'humilité, nativité, la l'humilité. nativité dans D'accord. une Voilà, grange. c'est ça. Et Sur après, la par paille. contre, Voilà, du coup, oui. c'est un peu plus. Oui, l'Andoma, en fait, c'est déjà, on a déjà toutes sortes de viandes. Il y a choucroute polonais, il y a les Des viandes qu'on saucisses. cuit froid, on sert à froid. Il y a... D'accord. Alors, il y je a- rebondis sur la choucroute. Du coup, quelle est la différence entre la choucroute polonaise et la choucroute Ah. alsacienne? Je pose la Oui, question. déjà, choucroute polonais, il mijote très très longtemps. En D'accord. fait, on peut le faire. Moi, j'ai donné la recette que ma mère elle faisait. En fait, on fait les moitié choucroute et moitié chou. Mhm. Et après, on fait mijoter ensemble pendant très longtemps, mais avec les saucisses et les viandes, tous ensemble mijoter. On ne met pas à part. D'accord. Alors, ça mijote, le lendemain, on remijote. Et le troisième jour, on dit c'est encore meilleur. Alors, il Oui. est vraiment très, très... plus longtemps ici. Et pour moi, les choucroutes, il n'est pas assez cuite. Et je trouve toujours que c'est pas assez cuite. Mais bon. Mais du coup, il doit être vraiment. Enfin, le chour lui-même, Ouais, il n'y a choucroute, plus une consistance. C'est vraiment. Il est. c'est les goûts. C'est fondant, après, quoi. Après, c'est Ouais. c'est plus fondant. Mais C'est le- vrai que c'est... On met aussi des champignons de forêt, un petit peu pour donner un peu Mhm.
plus du goût. C'est vraiment rien à voir avec choucroute qu'on connaît ici. Hein. Mais le bigos, c'est une choucroute avec du chou. Mais au plus tu réchauffes, meilleur que c'est. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce qu'elle disait Violetta, ouais. J'ai dit premier jour, il est déjà bon à manger, mais on dit si on réchauffe deuxième jour, il est encore meilleur, et à troisième jour, c'est vraiment tout le monde dit, même on prépare aussi la soupe aux choucroutes. On a une fameuse soupe aux légumes qui D'accord, ouais. Il y a la soupe aux choucroutes, que c'est une soupe vraiment par excellence d'hiver. Très très délicieuse. Quel est le nom de cette soupe? Kapouchniak. Kapusta, kapouchniak. Bah alors, quelle question? Je veux l'entendre. Mais je veux l'entendre. Et la soupe aux cornichons, c'est Ogorkova. Voilà, et la soupe aux betteraves? Bâche. Moi, j'aurais dû faire un quiz. Hein. Et la soupe à la sauce tomate et aux tomates, c'est pomidorovo. Pomidorova. Puis il y a aussi... Oui, tout à fait. Non, mais Violetta fait aussi des ogourki quichonnais. Je fais moi-même. En fait... Alors, je sais pas ce que c'est, mais je veux le savoir. Quichonnais, c'est cornichons au sel. D'accord. Que je prépare moi-même. Bah, il y a beaucoup de Polonaises à l'époque, ils faisaient ici les ogourki. C'est pour ça, dans le jardin, tout le monde y cultivait à net. Il n'y a pas de photocopie. Parce que c'est comment une arôme qui on est obligé toujours mettre dans les cornichons. Pour la recette des cornichons. Alors c'est pour ça dans tous les jardins polonais ici, vous voyez toujours des anettes. C'est vraiment produit phare des jardins. Puis il y a des soupes froides. Oui, Parle un peu des soupes froides. Bah, c'est bon les soupes froides. Ouais, les soupes froides en Pologne, il s'appelle chłodnik. C'est la soupe qui est à la base des betteraves, mais il y a aussi des concombres. Et crème fraîche, tout ça, c'est très très bon en saison de l'été. Moi, quand j'étais petite, j'aimais bien la soupe froide, c'est la soupe aux fruits. La soupe aux fruits? Voilà, soupe aux fruits, en myrtille ou fraises. Ma mère, on avait des fraises dans le jardin, ma mère, on ramassait. Et ma mère, elle faisait très très bon soupe aux fruits. Et on mangeait froide avec des pâtes. D'accord. C'était vraiment... on retrouve encore le côté sucré-salé du coup à peu près. Ici c'est que sucré, pâte, elle salait pas trop, c'est plus ce côté sucré. Hein. C'était la soupe vraiment sucrée, mais vraiment j'ai mis cette soupe là aussi dans la recette, dans les livres de cuisine, parce que je trouvais que les gens ils vont peut-être retrouver leur goût. C'est vrai qu'on faisait avec les fruits de saison, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Tout à fait. C'est ce qu'on disait au tout début, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus cette temporalité qu'on avait quand on était jeune en fait. Oui. Avant, il y a aussi une recette par exemple des cornichons. Cornichons, on n'avait que saison de cornichons qu'on ramassait. Et on faisait comment les miseria, ces cornichons à la crème. Ici maintenant, on peut le faire ça en salade toute l'année. Hein. Mais c'est vrai que cornichons, c'est pas le même goût quand il est ramassé dans le jardin, quand les tomates. C'est pas faux. Après, moi j'ai connu corbocal. Hein. Cornichons, ah oui, mais c'est cornichons frais, hein, je parlais là des cornichons frais. En bocal, après, on utilise beaucoup aussi dans les macédoines, pour les soupes, les cornichons, tout ça. On a toujours, c'est pour ça qu'on fait les bocaux, tout ça, pour après passer hiver, avec tous ces aliments, qu'est-ce qu'on a ramassé dans les jardins, après on transformait pour manger en hiver, tous ces produits. Et je me posais la question du coup, mais le légume vraiment phare en Pologne, celui qui est vraiment le plus utilisé? Les choux, on peut dire choux, c'est vraiment les produits, des produits, betteraves. D'accord. Cornichons, champignons. Les champignons, il y a une période en septembre, tous les Polonais ils vont dans les forêts ramasser des champignons. Hein.
Ah bah du coup c'est mis sur la... Bah oui. Donc il y a le cornichon, il y a le chou, la betterave et la tomate. Il y a Ok. le champ, il y a le jardin, il y a les terris, et l'arrivée des Polonais qui amènent ça au pied des terris. Puis c'est vrai Ouais. aussi qu'avant, les ouvriers mineurs avaient une parcelle de terrain où ils cultivaient Ouais, ici, oui. leurs oui, oui. propres légumes, et ces légumes étaient souvent transformés. Comme le chou, on faisait de la choucroute dans des vieux tonneaux de vin, et on écrasait ce chou avec nos pieds. Oui, Avec on les pieds. préparait les choux. On rentre dedans et on écrase. Les choux, D'accord. c'est au mois de septembre. Ma grand-mère, elle faisait pas cultiver ça, mais elle faisait ramener, je sais pas combien de kilos et on râpait, et après on mettait dans le tonneau avec du sel pour tout l'hiver, en fait. Hein. Mais ici, on voit encore, ben moi j'en ai un peu plus loin où j'habite, une voisine qui a 92 ans et qu'elle cultive toujours son jardin, qu'elle est toujours dans son jardin. Déjà là, elle est en train de préparer son jardin pour... Après les pour seins de mettre, glace, ouais, tout à voilà, fait. voilà, Ouais, elle ouais. va mettre bientôt les betteraves et tout ça. Et tous les ans, elle recommence à faire son jardin. Hein, et c'est vraiment magnifique. Hein. Je résume, en France, septembre, c'est les vendanges pour le vin. Oui. En Pologne, c'est le chou pour la choucroute. Bah voilà, donc la comparaison... Ouais, tout à fait. Et avec choucroute, en fait, le choucroute, on mange souvent aussi en salade. Donc, on fait Oui. une salade de choucroute. Il y a beaucoup de vitamines, qu'elle est excellente, vraiment très très bon en goût. Il y a des Français qui me disent tu manges de choucroute crue, mais c'est vrai, on mange de choucroute crue aussi. Parce que c'est énormément de vitamines. Oui, dans... Qui sont peut-être perdus pendant la cuisson. Là, je suis tombé sur une recette, c'est rigolo, le titre c'est gâteau d'ivrogne. Ouais, je voulais garder ce titre parce qu'en polonais c'est pijak, bah, c'est juste titre. Bon, il y a des gens qui ont dit peut-être fais attention au titre, mais parce qu'il y en a pas mal de vodka, bah, en fait on trempe les D'accord. biscuits, on trempe les biscuits dans vodka, c'est gâteau qui est quand même pour les adultes plus Mhm. que... Mais le titre est exact parce que pijak c'est gâteau ivrogne, on appelait ça gâteau ivrogne, mais c'est très très bon gâteau, il est très facile à faire en fait. D'accord. Après, il y a pas mal aussi, j'entends beaucoup aussi, c'est tout ce qui est le pavot, À pavot, qui est beaucoup utilisé. On utilise beaucoup, les Polonais, même quand ils cuivent les repas, on met des gras de pavot dessus, ou sésame, Mhm. mais les gras de pavot, on utilise aussi pour pour les makoć, on fait babka avec des gras de pavot. On peut utiliser aussi à Noël, il y a plat avec miel, pavot, des pâtes, que c'est un plat principal à réveillon de Noël. Les pavots, oui, les Polonais consomment pas mal, surtout dans les gâteaux. Oui, hein. surtout dans la pâtisserie. Ouais, pâtisserie ou sur pain. Ouais. Ah, bah, je tombe sur la choucroute polonaise du coup. Ah, voilà. Je feuillete en même temps, hein, je regarde. Hein. Roulade de dinde. C'est marrant, on dirait un dessert. Oui. La roulade de bœuf. Ah ouais, la roulade On de dirait un bœuf. peu le roulé au chocolat. Ouais. Mais non. Mais non, du coup, ça peut être un trompe-l'œil. Ah oui, mais tout ça, c'est vraiment les photos des produits qu'on a sortis dans ma cuisine. Non, puis c'est vrai que l'olive, il est beau quoi. Enfin, il est coloré, il est. Ce qu'on appelle un beau livre dans le métier. Non, mais c'est vrai, il est Ça s'appelle un beau livre. Les photos sont, enfin voilà, c'est appétissant, c'est coloré, il est. Non, mais c'est cuisiner, recuisiner, goûter et regoûter. Ouais. Oui, non, mais ça j'avais bien compris. Non, mais c'est vrai que Violetta a passé pas mal de temps dans sa Après, cuisine. j'ai donné un petit peu à tester aussi à mes amis français ou aux collègues du travail pour dire est-ce que c'est bon, est-ce qu'ils aiment bien, parce que parfois les goûts polonais et français, c'est pas toujours peut-être, on n'est pas, Oui. pas le même. Oui, parce que des fois on n'est Mais- peut-être pas. Moi je vais pas dire. Enfin, je trouve. J'essaie de chercher mon mot pour le dire, mais. Quand on goûte une cuisine, des fois on n'est pas. On
on n'est pas prêt. Oui, Et oui, ça peut troubler parce que du coup, c'est la première impression, on se dit souvent c'est la plus importante, mais ça peut tellement troubler que du coup on n'y regoute plus alors que ça peut être super bon. oui, oui, oui. Mais en plus, la cuisine, il y a des plats de cuisine polonaise, ils sont très, très, très bons, mais quand on regarde à l'œil nu, c'est peut-être pas si appétissante, mais gustativement, les gens ils découvrent un plat vraiment qui est délicieux, hein. Alors, Alors le hareng de Kachoubie, si je le dis bien. voilà, c'est des cachoubis, ben, c'est avec des... C'est un hareng qu'on prépare avec la sauce tomate. Dans un petit bocal au niveau de la La photo. On peut Kachoubie, faire la dans un Kachoubie, bocal ouais. ou- oui, oui. La Kachoubie est une région à l'ouest de Gdansk. D'accord. Donc c'est une région maritime. Pour ça qu'il y a du poisson, Mhm. du hareng. Et c'est une région qui a sa propre langue. Ce n'est ni de l'allemand, ni du polonais. C'est du Kachoub. Et si vous avez vu le film Le Tambour, Ah non, j'ai pas vu. ça se passe en Kachoubie. Et ça explique le drame de ces gens qui ont été une fois allemands, une fois polonais, une fois polonais, une fois allemands, qui ont été bercés. Et du coup qui ont créé leur propre langue. Et les Kachoubski notés, c'était vraiment un propre alphabet alphabet. Il y a de visuel, l'école presque aussi. hiéroglyphe. Et c'est pas connu, et ça c'est un cadeau de ce livre, Les harengs de Kachoubie. Et là vous êtes sur les incontournables. Ouais, bah c'est ce que j'étais en train de Les regarder. Ouais. incontournables. Avec ça déjà vous entrez en Pologne, et dans les goûts et dans les odeurs, et dans les traditions. Et ce sont les dessins de Jacek Grewerski que vous voyez, tout ça. Ils sont Fait chouettes. pour le livre. Hein. Ah non, mais ils sont chouettes. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est agréable à regarder en fait. Il est. On n'aura pas le prix Merci. Pulitzer, mais le prix Goncourt, ça nous irait bien. Non, non, mais il est très agréable. C'est vrai que des fois, les livres de recettes sont un peu imbuvables, des fois. Même les recettes sont difficiles à refaire. Parce qu'on se dit, voilà, mais là, c'est vrai que le détail, il est impressionnant, en fait, des quantités, quoi. Puis il est bien documenté avec des photographies des plats et tout ça. Quoi. Ce Donc, qu'on appelle un Hein précis. Ça s'appelle un précis. Tout à fait. Et c'est grammé, c'est millilétré. Mais du coup, est-ce que ça laisse pas un peu la place à l'inventivité, quoi? D'avoir mis le grammage au près? Moi, je vais répondre pour Violetta parce que C'est une question, hein. j'ai vécu dedans quand pendant c'était une aventure de 10 mois. Hein. Et pendant 10 mois, sa maison, c'était un atelier éditorial et culinaire et photographique. D'accord. Donc ça a bouleversé plein de choses. Et les quantités, c'est important de les donner, mais après, chacun, quand il va réaliser la recette, Ouais. va avoir son goût. Déjà, Ouais. les ingrédients ne seront pas tout à fait les mêmes. Il suffit que vous mettez 3 grammes de plus ou 4 grammes de moins, ça va changer. Donc oui, il y aura toujours de l'inventivité, de la créativité. Ça, c'est la base minimale à partir de laquelle vous faites ces plats polonais. Ensuite, les gens vont y aller d'eux-mêmes en rajoutant, en diminuant. Bah Hein. voilà, Mhm. bah, moi, mes gâteaux, je sucre pas trop, ils sont pas sous-sucrés. Mais les gens qui vont trouver qu'il manque du sucre, deuxième Ils fois, peuvent je rajouter crois qu'ils en peuvent fonction des goûts de rajouter. chacun. D'accord. c'est comme moi, je fais des clouskis napagés, donc les pains à la vapeur, là, c'est vrai que j'ai pas de recette de cuisine spécifique. Mais bah, vous savez, moi, je recuisinais parfois 4 fois, et c'est pareil, ça dépend des jours, humidité, tout ça, c'est la farine, ça joue beaucoup, il faut ajouter ou quelque chose en plus, ou du lait, ou de l'eau, ou quoi, parce que c'est pas pareil, et on met toujours les mêmes... alors tout ça, c'est difficile, et parfois on n'arrive pas à expliquer, c'est une science des Oui. cuisines qui parfois on peut pas gérer. Il four à l'autre, c'est pareil. Et moi, je donne à peu près le temps que je cuis, mais après, chez les gens, on peut trouver les ça autres. Ça dépend Ouais. de la viande aussi. Puis que comme t'as. vous disiez, ça dépend le Et four, chaque ça fois que je dépend, dis, il faut vérifier avec Ouais. pour voir est-ce qu'il s'est cuit, parce que moi, je sais, mon four il cuit comme ça, mais chez quelqu'un, ça peut être un petit peu différent. Pour marqueur, en fermant le livre, sur la tranche, il y a le code couleur. Il y a un code couleur selon les chapitres et les spécialités. D'accord. Donc, on retrouve ça également dans les têtes de chapitres, dans les couleurs des titres, vous voyez. Ah, je vois ça, ouais, tout Ouais. à fait. Donc c'est un livre qui va dans le... Voilà. Et là, on passe sur autre chose. Donc, on est dans le détail millimétré.
Oui, puis ça Et permet de se retrouver directement, en Ouais, fait, de et pas chercher. ça a été l'objet de longues discussions, de relectures. Oui, voilà, avec la graphiste qu'elle m'a un petit peu guidée, qui nous a un petit peu guidée dans tout ça. Et alors, du coup, je regarde le livre et je me dis, c'est quand même une cuisine généreuse parce que je vois pour 6-8 personnes, 10 personnes. Enfin, c'est quand même pour. Vous venez de résumer Violetta. Oui. Là. Non, mais je crois que les Polonais, c'est des gens qui sont très généreux à la Oui. base Hmm. et accueillants. Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à l'accueil des Polonais, c'est que le soir du 24 décembre, on met une assiette en plus. Oui, on met toujours une assiette en plus pour les D'accord. invités qui, par exemple, quelqu'un qui s'est fait égarer. Oui, c'est ce qu'on appelle. Alors, en France, voilà, c'est ça. Là, c'est du pauvre. En France, on le faisait aussi, ouais. Moi, ce que je voudrais maintenant demander à Violetta, Ah, bah, vas-y. c'est où on peut se procurer le livre. Ah, les Ah. bah, pour l'instant, elle est disponible à Office de tourisme à partir de demain. Et après, c'est via Facebook. On laisse nos coordonnées pour le cabaret. Il suffit de nous appeler ou on se déplace, on ramène si on est dans les coins de Lens et autour. Sinon, on fait envoyer par la poste. Depuis mardi, ouais, c'est très très bien parti. Hein. Il y a pas mal de demandes. Oui, Ouais. oui, pour l'instant, on est un peu surpris et bien content que il y en a très très bon retour. Donc là, on peut l'acheter à 25 €, mais si tu l'achètes pas aujourd'hui, Adrien, tu devras payer des frais de port. Ah, Si c'est, ouais, s'il faut envoyer par la poste ou par la poste. et la typologie des personnes qui ont déjà acheté ou commandé le livre, c'est quoi? Des cuisiniers? Il y a des Dorian, elle personnes a lambda? C'est, Tous les âges. Tous les on âges? peut dire tous les âges. Il y a une femme qui l'a acheté pour l'anniversaire de sa sœur, qu'elle voulait offrir à sa sœur. Mhm. Alors après, Anne-Sophie, oui, elle venait au cours de cuisine. Elle s'est mise à la cuisine polonaise aussi, mais parce que sa grand-mère, elle a connu ça déjà depuis tout petit. Elle a mangé Ouais, les il y avait plats déjà une polonais, tout sensibilité ça. à. Mais je D'accord. sais qu'au cours des cuisines, elle arrivait que lundi, livre depuis mardi, on a Mhm. vu sur Facebook. Alors c'est vraiment, mais je sais que déjà au cours des cuisines, il y a des Français qui apprennent la cuisine polonaise. Hein. Il n'y a pas que les Polonais qui... Ce que tu pourrais proposer à Yvan, par exemple, et à Emmeline, c'est peut-être de voir avec Violetta la possibilité de mettre en place peut-être des ateliers cuisine donc au sein du centre social. Pourquoi pas? Et aussi voir avec Emmeline la possibilité d'organiser un repas polonais avec resto. Ce qui Ça s'est pour- pas déjà fait au Strict Non. Cuisto? Non, pas avec Austric Cuisto, c'est Pas avec au Martine. Strict Cuisto. Alors après, moi, je gère Ouais. pas les. D'accord. Mais là, un vrai repas polonais qui pourrait peut-être même se faire le 8 octobre. Pourquoi pas? Ça peut être. On peut le proposer au grand chef. Hein. Même jour que Stanis, non, parce que je peux pas être Ouais, sur les je sais, à la commandes, technique. parce que moi je suis technicienne de... Oui, oui, oui. Préparer par exemple la veille pour le 8 octobre. Ouais. Ah ouais, c'est lui qui font. Ouais, il faut montrer. Avec au Strict Cuisto. Ouais, avec resto. Moi, c'est avec Ah. plaisir. Je peux venir vous aider. Ce serait, C'est vrai. C'est vrai. ce serait peut-être l'occasion d'organiser une journée polonaise culinaire et culturelle autour de la Pologne, quoi. C'est une idée à suivre. Bah, après, moi, je suis pas contre. Hein. Moi, Non, l'aspect non. culturel sur la ville, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que on a ce contexte sanitaire qui embête le monde. Ça, Oui, oui, on pour est tous l'instant, contraints à ça. Mais si on doit faire un repas polonais, et ça, je prendrai pas la décision, c'est pas moi le chef, mais Ouais. si on devait le faire, l'idéal, ça serait pour que montrer aussi le folklore des costumes, des danses, non, mais de la musique. Enfin, Il faut ça tout serait le réfléchir, c'est package vrai. complet. C'est ça qui serait intéressant. Ouais, non, mais c'est à réfléchir de toute façon. Bah oui, Pourquoi pas, c'est... Je suis tout à fait d'accord. Après, on est ouvert à toute.
sollicitations, tu le sais, Casimir. Moi, ce que je voudrais aussi, c'est en dehors du culinaire, hein, c'est peut-être que Renou, il nous parle de Kropka Théâtre. Pris de court. Pris de court, mais je connais le sujet. Alors, Théâtre Kropka, c'est un théâtre de Varsovie, qui est animé par une femme exceptionnelle qui s'appelle Jolanta Juszkiewicz, qui est en train de travailler sur une pièce de théâtre qui va s'appeler Śledzie, les harengs. Donc elle travaille sur une pièce, sur une création sur le hareng. Parce que le hareng fait partie de la culture polonaise, sous toutes ses formes. Mais elle a conçu une pièce de théâtre qui s'appelle l'Odyssée silésienne, qui raconte l'arrivée des Polonais dans les mines et comment ils sont repartis après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une partie qui va de 1919 à 1947. Et c'est un théâtre d'expression très moderne, très dépouillé, donc c'est très original comme mise en scène. Et nous lui avons confié, et c'est elle qui a proposé d'ailleurs, d'écrire une pièce de théâtre sur les volontaires polonais de 1915 qui ont combattu ici en Artois pour la renaissance de la Pologne, qui s'appelle Les Bayonnais. Alors malheureusement on n'a pas pu la jouer parce qu'il y avait la pandémie, mais on a fait un film sur le site web de la Targette, le monument des volontaires polonais, les Bayonne-Tchessé. Donc voilà, Théâtre Kropka, c'est un atelier théâtral partenaire de Paul Cabaret et de notre institut polonais à l'université d'Artois. Et puis on a aussi travaillé avec le théâtre S de Sbanchen, qui est un théâtre d'expression culturelle et très corporel également, qui est alors très avant-gardiste, mais bon, rien ne nous fait peur. Nous, on les a vus faire une pièce de théâtre sur Marcel Cerdan et Edith Piaf en polonais, et je peux vous dire que tout le monde comprend. C'est absolument magnifique. Et donc voilà, on a des passerelles théâtrales avec la mère patrie, j'ai envie de dire. Et le théâtre Kropka donc a fait un spectacle à Louarn, et ils ont aussi présenté les Bayonnais à Arnes. À Arnes, parce que les Polonais, si tu veux, quand il y a un S, comme par exemple Dours, c'est Dourges. C'est Marles-les-Mines. D'accord. Ouais. Moi, j'arrivais à Hullo. Quand je suis venue en France, je ne savais pas que c'était Ulu. Je disais tout le monde à Hullo, parce que je pensais que H, ça prononce, je ne savais pas du tout. Ouais, c'est parce que c'est vrai qu'en français, en français, on a des lettres muettes. C'est vrai que c'est. On prononce tout. Elle est à Hullo, alors que c'est Ulu. Et je voudrais aussi dédier cette émission à notre ami Eugène Soïka qui nous a quittés. Et c'est quelqu'un qui donnait beaucoup soi-même pour faire vivre la culture polonaise à travers la photo et les nombreuses vidéos qu'il a fait. Merci. Et c'était un gars qui était très sympa. Merci beaucoup, Cajou, de penser à Eugène. Eugène fait partie de notre équipe pour toujours. En fait, il a commencé c'est un vidéaste. Il est fou de captation. Il a filmé toutes nos messes caritatives à l'église du Millénium à Lens. Et puis on l'a embarqué très tôt dans l'histoire de Paul Cabaret et de Stanis Le Polak. Il était vice-président de Paul Cabaret. Donc il a fait la première saison de Stanis Le Polak. Et puis malheureusement, il y a 1 an et demi, en rentrant de vacances, il nous a dit qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Et la tumeur l'a emporté en moins d'1 an. Donc on est orphelin d'Eugène. Et je te remercie beaucoup, Cajou, d'avoir eu une pensée pour lui. Parce que c'était un moment très pénible pour nous. Et je pensais même à un moment arrêter. Et puis, non, pour Eugène, on continue et on continuera toujours pour Eugène. Voilà. Merci d'avoir pensé à lui. Donc, on se donne aussi rendez-vous le 8 octobre. Le 8 octobre. On a retenu la date. Le 8 octobre à la salle Stanislas avec peut-être une surprise avant Stanis Le Polak. Mais on n'en dira pas plus aujourd'hui. Il y a le secret ? C'est pas garanti. D'accord. Ah. Ouais. Bon, faut garder la surprise. Voilà. Ok. Bon, bah c'était chouette. C'était Merci. Bah ouais, non mais puis moi j'ai feuilleté le livre, il est vraiment
au-delà des recettes différentes, le livre est vraiment bien illustré. On s'y retrouve vraiment vite avec le code couleur, franchement, c'est une super idée. Et c'est vrai que, bon, non, mais et puis l'illustration, elle est jolie. Hein. Voilà, il est en photo sur Facebook. Oui, elle est déjà sur Facebook. On a mis. Depuis mardi, elle est sur Facebook. Oui. Ok. Bah, merci beaucoup, Violetta. Merci, Adrien. Merci, Stanis Le Polak. Du coup, je vous rencontre pour la première fois. Ça sera. Voilà. Puis c'est une idée de cadeau pour la fête des mères. Ah oui, bah oui, c'est vrai que la fête des mères arrive bientôt. Ah bah oui. Ça peut être une idée. Bah, c'est la fin du mois. Ah oui. Oui. Bah, on va le dire pour la fête des mères, et puis pour la fête des pères, et la fête des grands-mères et des grands-pères et tout. Bah, merci. Et puis les anniversaires, les Noëls, ça peut être un cadeau très agréable. Là, tu vas le mettre sur Facebook ou Facebook et YouTube. Ouais, et pour avoir des photos du livre et tout ça, on peut récupérer ou tu les fais? Non, moi je peux en faire quelques-unes. Pas de recette. Hein. Juste la photo de. Ouais, la couverture. La couverture, ouais. Et la couverture et puis le dos du livre. Voilà. Ouais, au moins comme ça, alors en fond, et puis. 3 photos peut-être Des plats. que des photos des recettes par les recettes. Que la photo. Les plats. La photo Les du plats. plat. Ouais. Ouais, par exemple, la photo du plat sec. Parce qu'il y a une femme qu'elle a vu les harengs marinés et tout de suite elle a dit qu'elle a vu ça, ça lui déjà tilté qu'elle a mangé ça dans son enfance. D'accord, bah ouais, forcément, ouais. C'est déjà bien. Le retour à l'enfance, c'est ça, je pense que le résumé du livre, il est là. Hein. Non, mais puis c'est aussi pour nous qui sommes donc de la 3e, 4e génération, c'est quand même nos racines. Mhm. Ça nous rappelle les bonnes odeurs quand la grand-mère elle préparait à manger, tout ça. Oui. Mais je regardais tous les livres, j'ai feuilleté un peu. Bah, malheureusement, le dernier livre que j'ai vu, qui s'est écrit en français, j'ai vu déjà quand la mienne était faite, pour voir à peu près qu'est-ce qui est sorti en France, qu'est-ce qui... Mais bon, je voulais écrire vraiment... Oui, c'est pour pas faire... Et j'ai mis quand même beaucoup de recettes modernes. Mhm. Les recettes d'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient que Kluski... Bon, j'ai mis ces Kluski parce que je crois que ça aurait été une faute diplomatique. Si j'aurais pas Attention mis, là, ouais, aux incidents je diplomatiques. sais qu'au travail, même les Français, quand ils parlent de Kluski, je dis il faut que je mette, c'est pas possible. Mais j'essayais de mettre vraiment les nouvelles recettes qu'ils ont sorties il y a quelques années, que je teste et que les gens ils aiment bien. Une chose que les Français peut-être disent moins que les Polonais, c'est une sorte de gélatine sucrée. Ça, ils l'aiment bien, mais en petite quantité. Oui. Mais les Polonais, ils adorent. Hein. On aime bien toutes sortes de gélatines aux fruits, tout ça. On l'adore. Et je vois que les Français, ça passe beaucoup moins. On est peut-être moins là-dedans. Ouais, oui. Mais j'ai mis ces gâteaux parce que c'est des gâteaux vraiment très frais. Et ils sont très, très bons. Ouais, galaretki, ouais. D'accord. Alors j'ai donné, parce qu'en Pologne, on achète gelé déjà dans les sachets. Ouais, en France aussi. Mais pour nous, c'est plus pour la pâtisserie. Ouais, c'est pour pâtisserie, oui. Ouais, c'est pour pâtisserie. Hein. Et j'ai essayé d'adapter. J'ai pris la gélatine qu'on utilise pour toute cuisine, même salée, avec un peu jus de fruits ou quelque chose. Et on peut faire cette gélatine comme ça. Bon, c'est les gens qui peuvent pas acheter, qui peuvent réaliser cette recette quand même. D'accord. À l'occasion. Bah, à l'occasion, hein, pour goûter. Ouais, non, hein? il faut goûter. Ah, bien sûr. Bah oui, goûter, oui. Les gens, ils découvrir un petit peu des Oui, puis c'est découvrir aussi ce qui nous entoure. Hein. Il n'y a pas que notre nombril et puis notre culture, il y a aussi d'autres. Hein. La cuisine française, elle est très très bonne, mais bon, autour aussi, c'est vrai que... ou italienne, n'importe quelle cuisine, elle a ses spécificités, elle a son goût, elle a son originalité. Mais toutes les cuisines sont bonnes à goûter. La cuisine polonaise, c'est bon goûter. Hein. Puis les mariages polonais, c'est bien aussi parce que Violetta a marié sa fille en Pologne. Donc, oui, ma fille elle s'est mariée en 2019 en Pologne. Ça devait être autre chose. C'était vraiment un mariage.
la famille de son mari, il y a toute la famille qui s'est déplacée quand même en Pologne Mhm. pour ce mariage. Alors, ils ne comprenaient pas parce qu'en fait, un mariage polonais, on commence par une soupe, toujours. Et après, il y a plat. Après le plat, il enlève tout ça. Tous les tables, ils sont pleines de viande froide. Et ça reste tout le temps. Et tout le monde il peut manger. Il y a une table à côté qui a plein de pâtisseries. Et pendant toute la soirée, on peut manger tout le temps, tout le temps. Alors les gens ils disaient quand est-ce qu'ils vont enlever les plats, tout ça, qu'en Pologne, Ouais, ça fait comme un buffet. c'est toujours, ouais, on peut manger, Ouais, boire d'accord. et danser, et c'est la fête. Et seulement après minuit, il y a un gâteau de mariage qui arrive. Mais sinon, tout le monde y dit, bah, il y a sucré, sucré. Avec salé, mais en polonais, ils aiment bien entre deux boire du café, faire du thé, Boire et la- manger boire de la salé, vodka. manger sucré, ça gêne pas. Ouais. Ici, c'est d'abord salé, salé, et seulement Ouais, à la fin, d'accord. c'est sucré, mais les Polonais, ils mélangent. Oui, puis nous, dans les mariages, on se débarrasse au fur et à mesure Ah en oui, plus. voilà, C'est, mais oui, c'est on ça laisse pas. que c'était un peu difficile. Pourquoi ça reste tout le temps? Mais bon, c'est notre tradition, est comme ça. On est généreux, il faut que les gens, ils ont boire à manger pendant toute. Qu'il soit bien rompu. Voilà. Et il y a aussi la fille à Edmond Ostak qui va se marier à Zakopane normalement. D'accord. Bon, bah, c'était bien. Très bien. Merci à vous. On va y aller, Bah, on merci, va à continuer très la vite. route. Bah, ouais. On tourne avec le livre. Depuis ce matin, On fait les plateaux, comme on dit. Ah, bah, ouais, bah, il faut faire la promotion, hein. C'est ça. Parce que c'est mon premier radio, c'était un petit. Bah, de rien, c'est un plaisir. C'est bien. Non, franchement, en plus, c'est simple, c'est. Voilà. c'est- Dédicace à Dorian, là, elle attend. Ah, la dédicace. Bah, merci en tout cas pour cet après-midi, c'est très enrichissant pour moi. Ah, Merde. on a oublié la fiche dédicacée.